Valérie Bonafous, docteur, un peu beaucoup en retard. docteur en psychologie sociale, qui a pu s'extraire du trafic pour animer la conférence de ce soir. Voilà. Alors certes, je vais prendre l'image d'un pédagogue, Henri Rorda. L'hirondelle vole aussi vite qu'un zèbre, quoique le zèbre ne vole pas. Non, très sérieusement, l'humour peut être aussi un mécanisme de défense pour résister aux risques psychosociaux. Et à travers le sujet douloureux que va aborder Valérie, les dérives du néo-management, il est important de mesurer le vocabulaire, d'être clair sur les concepts, de manière à mieux affronter ce que nous subissons en situation de salariat. Et je donne maintenant la parole à Valérie de manière à ce qu'elle nous expose les 10 concepts. Bon ben voilà, donc désolé de ce retard. Donc j'ai effectivement travaillé sur cette question de la souffrance au travail très récemment. Voilà. On va aussi, pas plus tard que la semaine prochaine, élargir un petit peu le champ de notre travail sur ce dossier, puisqu'on va intervenir dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui est plus large en fait que purement la souffrance. Donc ce soir, on va spécifiquement aborder cette question souffrance au travail. Donc pour ce faire, j'avais préparé un petit dossier que Jacques a dû vous communiquer, de façon à ce que au niveau des informations, vous ayez quand même une mémoire. Voilà, donc dans un premier temps, déjà des chiffres qui sont effectivement alarmants, puisque si vous regardez un petit peu dans le dossier, donc tout ce qui peut concerner à la fois des manifestations, évidemment on pense à la santé mentale quand on pense souffrance au travail, mais ça touche aussi des manifestations de type psychosomatique et de type purement physiologique, en particulier les troubles, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui ont augmenté de façon considérable sur les 10 dernières années. Donc là, vous avez trouvé les chiffres. Donc ça, ce sont des chiffres donc, de santé publique. On estime actuellement donc, à 2 millions des salariés qui subiraient donc, du harcèlement mental et des maltraitances, sachant que ce n'est pas si facile que ça d'un point de vue juridique. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont plus à même que moi de se positionner sur cette question-là, mais c'est toujours difficile parce que les critères sont parfois subjectifs, pas encore vraiment identifiés, mais ça avance. Je pense que de plus en plus, c'est une question qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Donc voilà, on estime. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, parce qu'il y a aussi les gens évidemment qui n'en parlent pas. Que le nombre, évidemment, le nombre de tentatives de suicide et de suicides avérés a explosé. Et ça, vous en entendez parler. Alors, il n'est pas dit qu'il y ait plus de suicides effectifs, mais les gens se suicideraient plus sur leur lieu de travail, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est quand même un indicateur sociologique important. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas des personnes qui passaient à l'acte suicidaire chez eux, mais qui ne le mettaient pas, on va dire, qui ne donnaient pas de visibilité sociale, en particulier dans la sphère professionnelle. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Il n'y a pas beaucoup de travaux encore sur cette question-là, donc à suivre. Savoir aussi que au niveau des suicides, c'est... Bon, ça, je ne l'avais pas mis dans le document, mais en travaillant sur les risques psychosociaux, donc j'ai reconsulté donc, ces chiffres-là. 80% sont masculins. C'est-à-dire que les hommes se suicident plus que les femmes. Donc il commence à y avoir quelques hypothèses. L'une d'entre elles, elle est assez, je pense, évidente et elle ne va pas vous surprendre. C'est-à-dire que les hommes retiennent plus et osent moins peut-être parler ou attendent trop tard pour exprimer leur souffrance. Donc c'est là où on retrouve quand même le pouvoir, on va dire, cathartique de la parole, c'est-à-dire pouvoir parler quand même, échanger et puis mettre à jour toute cette souffrance, et ça peut être salvateur en fait pour les femmes,
parce qu'on imagine bien que les femmes, elles subissent pas moins, voire même elles en subissent plus de problèmes sur le lieu de travail. Que près de 13%, enfin 12,6% de la population active est susceptible d'être concernée par le burn-out. Donc on verra que le burn-out, eh ben, c'est l'usure. Donc c'est pas encore la grosse catastrophe, mais enfin ça veut dire quand même la traînée pour aller au travail, la perte d'énergie, la perte de motivation, la perte d'efficacité aussi par rapport à la tâche, des erreurs aussi, qui peuvent être douloureuses dans certains secteurs professionnels, évidemment. Voilà, et qu'on ne reconnaît, on ne reconnaît plus certaines personnes non plus. On entend dire, telle personne, on ne comprend pas, elle s'est mise en colère. Des gens qui ne s'étaient jamais mis en colère, au bout de 15 ans, 20 ans d'exercice professionnel, il y a de la colère, ou au contraire, du repli. Voilà, les gens changent aussi de comportement, donc ça c'est assez significatif du burn-out. Le coût du stress professionnel, c'est aussi pour ça que les organismes de sécurité sociale sont prêts à dépenser, on va dire, on ne devrait pas le dire, pour des formations, puisque ça représenterait 20% des dépenses de la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc ça c'est énorme, évidemment. Que le stress serait à l'origine de 60% de l'absentéisme au travail, donc directement et évidemment indirectement, parce que bon, moi je ne suis pas médecin, mais les médecins vous diraient que on peut cumuler donc les troubles, les douleurs du dos. Donc il y en a 60% d'entre elles sont d'origine, on va dire, avérée clinique, et 40% des douleurs dorsales sont d'origine indéterminée. C'est-à-dire on fait des examens et on trouve rien d'objectif. Ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas. Mais d'autres types de maladies aussi, des dérèglements hormonaux, ça c'est assez nouveau, ils viennent de mettre en avant les effets manifestes donc du stress au travail sur des dérèglements hormonaux, sur aussi des dérèglements de la thyroïde, qui peut créer chez certaines personnes une extrême fatigue, voire même comment dirais-je, une potence, des tumeurs, de l'apparition de tumeurs, donc des gens vont s'arrêter parce qu'ils sont extrêmement fatigués. Évidemment des problèmes d'ordre psychique, de dépression qu'on connaît plus habituellement. Des maladies cardiovasculaires, augmentation aussi, donc ça c'était pas trop dit non plus avant. Des décompensations sous la forme, on va dire, d'angor ou d'infarctus. Voilà, donc qui sont pas rares non plus. Quand les gens s'arrêtent, en fait, quand ils sont au travail, ça va. Ils arrêtent les premiers jours de vacances, ça va à peu près. Puis pof, ils décompensent et là, il se passe quelque chose. Et souvent des accidents cardiovasculaires. Donc ça pourrait être référé en fait au stress au travail. Parce qu'en fin de compte, si les gens étaient moins stressés, ils pourraient évacuer beaucoup plus régulièrement en fait, toutes ces pressions-là. Voilà. Et puis toujours dans les chiffres, donc la moitié des salariés qui estiment travailler dans l'urgence, donc des pressions fortes, un tiers qui déclarent recevoir des ordres contradictoires et un tiers qui disent qu'ils vivent dans un climat soit tensionnel, soit conflictuel, même si leur travail de base n'est pas a priori un travail de type conflictuel. Donc vous voyez, c'est pas, ce sont des chiffres. Alors il y en a d'autres, j'ai trié. Je pense que c'est suffisamment parlant pour qu'effectivement on y passe un peu le temps. Alors ensuite, donc j'ai fait un petit point sur la question du stress parce qu'on assimile effectivement souvent la souffrance au travail avec le stress. Ça n'est pas que ça, mais c'est quand même souvent à partir de cette caractérisation du stress. Enfin, toutes les approches convergent vers cette notion de stress. Donc bon, il faut s'accorder un petit peu là-dessus. Mais je crois que c'est pas suffisant, mais bon, ça permet quand même d'avoir quelques points de repère à ce niveau-là. Donc, on vous dit qu'en fait, c'est quand, à un moment donné, on va réagir sous un forme sous le mode du stress, quand il y a un décalage entre des pressions qui s'exercent sur l'organisme, qui soient physiologiques et ou psychiques, mais les deux on n'est pas dissociés, c'est-à-dire on n'a pas... la santé mentale, elle n'est pas dissociée de la santé physique et vice-versa. Voilà. Donc, quand à un moment donné, une personne ressent effectivement un écart important entre des pressions et des contraintes et sa capacité à faire face, ça crée un stress. Jusqu'à un certain point, c'est normal. On est préparé, si vous voulez, on est programmé à gérer certains types de stress jusqu'à un certain stade. Et puis, il y a ce qu'on appelle les seuils d'alarme. Donc avec un certain nombre de comportements. Donc on ne va pas y passer trop de temps là, parce qu'on reverra aussi au niveau du... Mais bon, et qui peuvent être aussi, alors qu'ils sont
il y a des constantes qui sont liées à l'espèce humaine. Il faut faire très attention, je me rends compte de ça en travaillant sur la question des risques psychosociaux, au trop de personnalisation, c'est-à-dire on a tendance à dire maintenant c'est lié à la personnalité, il y a des individus qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont plus fragiles que d'autres. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des constantes qui sont liées à la nature humaine. Et comme, on va dire, certains, ça les arrange de penser que c'est lié à des personnalités, et bien du coup, les constantes qui sont liées à l'espèce humaine et qui sont en fait des seuils d'alarme tout simplement, c'est-à-dire, et on le voit bien, c'est pour ça que ça part un petit peu comme ça, dans tous les sens, dans tous les milieux professionnels, et de façon finalement assez semblable, c'est lié à ce qu'est en fait ce qu'on est en tant qu'être humain. Donc on est capable de résister, mais jusqu'à un certain point, comme pour les bactéries et les virus, hein, c'est-à-dire que quand l'organisme est fatigué et affaibli, et ben, il résiste moins à ce qui lui arrive de l'extérieur. Et ben, quand au niveau psychique, un individu dans le monde du travail est constamment ou quasiment constamment sous pression, qu'il n'a pas de temps de répit, qu'il n'a pas de temps de récupération, et ben, à un moment donné, ça vient trop fort et puis ça va lâcher. Et là, on n'a plus de contrôle. On ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Et ça, par contre, quand ça éclate, ça peut être différent d'une personne à une autre. C'est là où peut-être la structure singulière, en fait, joue. Hein. Mais pas sur l'alarme. Ça, c'est un petit peu à peu près pareil pour nous tous, en fait. Voilà, donc on vous dit quand les facteurs de stress sont trop nombreux, subis, inscrits dans la durée, hein, donc c'est en répétition, et puis incompatibles, donc on n'a pas non plus de moment de répit, on n'a pas de vacances en fait, hein, entre les moments de stress, et ben, ça peut mener à la catastrophe. Alors, justement, ce dont on parle, vous entendez beaucoup parler de burn-out, hein, donc le burn-out c'est quoi? Ben, c'est cet état de stress mais répété, donc un peu de stress, c'est pas, ça peut même être bon, hein, le stress... positif, c'est ce qu'on appelle un drive en management, c'est-à-dire que ça booste les gens, ça motive à la tâche un petit peu, mais pas trop. À partir d'un certain seuil, c'est là où justement il faut pouvoir gérer. Hein. Et voilà, donc je vous ai noté en fait des indicateurs. Hein, je pense que vous allez retrouver des choses qui peuvent vous concerner ou concerner aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors l'oubli de la fatigue en journée. Oh ben non, moi tout va bien. Puis vous avez des personnes autour qui disent oh là là. Là, il tire trop sur la corde hein, quand même. Et puis on le dit, oh ben non, ça va. Non, d'accord. La capacité à reconnaître ses limites et qui peut en plus passer par des phases de surexcitation. Donc de loin comme ça, on croit que les gens ils sont en forme, ils sont speed. Hein. Alors des fois, entre parenthèses, certains cèdent de plus en plus de substances aussi, en particulier la cocaïne, hein, qui est quand même, on n'en parle pas beaucoup. Même en santé, on en parle assez peu, mais qui aide à ne pas dormir, hein, bien connu justement du milieu médical, mais qui se généralise dans d'autres types de milieux, même là où on l'attendait moins. L'hyper-investissement, c'est-à-dire que on ne remet pas au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, tout devient urgent, très urgent, extrêmement urgent. Donc les gens reçoivent aussi des mails, et chez eux aussi. Mail urgent, alors moi j'en suis arrivée, je ne traite pas les urgents ni les très urgents, je regarde les extrêmement urgents. Et des fois quand on regarde ce qui est extrêmement urgent, puisque mon métier c'est la formation, c'est est-ce qu'on pose 2 questions à l'examen ou 3? Donc là l'extrêmement urgent, vous voyez. Mais le mot urgence est connoté quand même, c'est pas rien. Donc si on ne prend pas un peu de recul par rapport à ces choses-là, on est vite envahi, quoi. Et c'est pas forcément toujours possible de prendre du recul non plus. Des troubles du sommeil, évidemment. Donc, quand la personne elle est hyper speed dans la journée, elle dort très mal. Et comme elle dort mal, le lendemain, elle est fatiguée. Donc, comme elle est fatiguée, des fois, il faut qu'elle prenne des choses pour... voilà, etc. Et elle est déphasée dans ses cycles de repos. Elle a très envie de dormir dans la journée. L'anxiété généralisée. Donc, les 3 à un niveau, il faut les associer pour parler du burn. Alors, l'anxiété généralisée, donc, qui va se traduire donc, par, généralement... alors accélération au niveau du mental. Elle n'a pas donné de prénom, tu sais. Elle n'a pas personnalisé le contenu. C'est ça. Pardon. Comment?
C'est vrai. Oh, c'est toi qui as commencé. Oh, c'est toujours ça les copines, on peut pas couper. C'est bon. Non mais c'est juste, l'action sociale c'est très particulier. Donc comment lutter contre le burn-out? Vous remarquez, c'est pas le secteur où c'est le plus dominant. Non, c'est l'éducation nationale. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est quand même en train de prendre de l'ampleur. donc. Oui, ça prend de l'ampleur. Mais nous, on a plus. Ça fait Voilà. 20 ans que ça existe. Oui, mais sauf que notre secteur deviendra comme l'éducation nationale. Bah, c'est-à-dire dans le secteur de l'action sociale, petite parenthèse, là où les professionnels résistent le mieux, c'est par rapport aux pressions qui sont exercées par le travail en lui-même et la population. Parce que de par les formations initiales, les formations continues, le travail en équipe, les échanges et les échanges informels aussi qui sont extrêmement importants. Donc la réaction au stress, elle est très forte vis-à-vis des populations dont on s'occupe en fait, et qui sont quand même pas des plus faciles. Par contre, là où on commence à avoir quand même, où ça devient plus difficile, c'est par rapport aux pratiques de management. Voilà. Il faut différencier les pratiques de Oui. management de l'exercice du métier en lui-même, Tout à fait. à qui on s'adresse autant de population. On Oui. sait bien que ce sont des gens qui sont en difficulté, enfin on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on a choisi. Donc même s'il y a du stress parce que c'est compliqué, c'est un peu le cœur du métier, je veux dire. Tandis que le stress lié au management, c'est complètement différent. Tout à fait. Et en plus, culturellement, Mais d'autant on plus n'était pas peut-être habitué. Habitué. incompréhensible de la part Oui. de Bah cadres oui. qui, a priori, sont censés Faire du connaître social. le boulot, quoi. C'est ça. Mais puis, comme tu dis, après, c'est vrai que pendant très longtemps... Parce on n'a qu'auparavant, Non, on il y n'a a pas une connu histoire ça. aussi, Non, avant c'est vrai que les cadres de gouvernance fait qu'effectivement, Avec ça les Ouais, cadres aide de l'enfance inadaptée, tout à fait. ils venaient aussi du terrain. Enfin, Mm. c'est des gens qui étaient éduques, enfin, qui avaient compris, ils arrivaient cadres. C'est-à-dire que Or maintenant, c'est plus vraiment ça. les De professionnels, moins en moins. les professionnels sont cadres. relativement formés, armés pour affronter les mises en acte offensives des publics accueillis. Mais en revanche, ce qui fait souffrance inutile, c'est la dérive du néo-management. Ça, ils sont totalement démunis. Ils ne se représentent pas que l'institution peut générer une propre violence à l'égard des professionnels. Là-dessus, ils sont profondément heurtés et impuissantés. Et ils sont très affectés, très démunis. Parce qu'ils pensent que l'altérité, l'humain fragilisé, est un pot commun porté par tous. Et c'est pas forcément vrai. Le stress peut venir aussi dans des secteurs où il n'y a pas lieu d'avoir de rentabilité, de production, Oui. etc. Donc on en trouve beaucoup dans le milieu associatif, entre autres, dont je fais partie. Et, il se présente sur des... Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait, j'ai perdu le fil. C'est parti au départ sur le fait que dans l'associatif, il y avait des secteurs où on n'était pas lié à la rentabilité. Oui, voilà. Et souffrance au travail est mise notamment par des... Dans quel but on se demande, puisqu'il n'y a pas de productivité. Et je pense que c'est aussi pour masquer une certaine incompétence des gens qui vous dirigent et de les monter plus haut que vous, quoi, de se sentir plus puissant, plus de pouvoir et du coup ils utilisent aussi ces manières-là en intervenant eux-mêmes, mais en faisant aussi intervenir des tierces personnes qui seront vos supérieurs hiérarchiques quelque part et ils n'ont pas le choix que d'accepter de prendre ce rôle-là, même si eux-mêmes peuvent se faire après harceler de la même manière par leurs supérieurs aussi. Et c'est une espèce de chaîne qui se met en place, qui n'a absolument pas lieu d'être dans des secteurs où il n'y a pas de lieu d'avoir de la rentabilité ou de c'est choses comme ça, quoi, hein.
mais uniquement une espèce de jeu de pouvoir. Un effet narcissique, quoi. Voilà, C'est moi. Voilà, Souvent, moi, je vois ça, c'est moi. Se donner C'est de moi, je me la l'importance. pète. Le tout à l'ego. Oui, voilà, c'est toujours ça. C'est ça. On va laisser poursuivre Valérie et on va continuer le débat. Valérie. Mais après, je vous avais fait il y a un petit, enfin je vous avais fait, je l'avais déjà fait. Hein, c'est pas, ce serait, sur justement les techniques de management pathogènes avec plein d'indicateurs et plein de comportements en fait que les hiérarchiques peuvent Réussir avoir. à repérer. Voilà. Bon, donc l'anxiété, avec plein de troubles aussi, hein, de somatique, des douleurs, de l'eczéma, des troubles compulsifs au niveau alimentaire, au niveau de tout. Et puis la dépression d'épuisement, hein, ce qu'on appelle la dépression, parce qu'il y a plein de types de dépression, donc malheureusement. La dépression d'épuisement, elle se caractérise en fait souvent par une alternance entre des moments où les personnes elles sont prêtes à refaire le monde au travail, ça dure 2 jours, et puis après, pouf, ça retombe, puis après ça reprend. Enfin bon, c'est pas constant si vous voulez. Hein. Voilà. Que en plus, alors on a une alternance aussi de surévaluation parfois des compétences, des capacités, et puis qui alterne avec des phases de sous-estimation. Je suis bon à rien, j'y arriverai pas, ça me dépasse. Et puis aussi retour aussi de certains types d'inhibition, hein, par rapport à, donc ça c'est assez typique en fait de la dépression d'épuisement, et beaucoup de gens traînent comme ça longtemps avant de s'arrêter ou avant de consulter, ou voilà, parce que en fait les phases d'euphorie tiennent, hein, et permettent pendant mettons 2 jours dans la semaine de faire le travail de toute la semaine, et si pendant les 2-3 autres jours ça retombe, on a quand même fait le travail de la semaine, mais c'est extrêmement mauvais, vous imaginez bien, parce que tout est concentré sur les moments où la personne elle est en capacité. Et comme elle sait malgré tout qu'elle va pas aller bien à un moment ou à un autre, elle a tendance, quand elle va à peu près bien, à essayer d'en faire beaucoup plus. Donc c'est alors pour le coup, en termes de réglementation d'heures de travail, on peut avoir des gens qui vont se faire une semaine en une journée, quoi, et pour essayer de rattraper les difficultés qu'ils pourraient avoir après. Voilà. Alors, quand on parle par contre donc, de souffrance spécifiquement au travail, hein, voilà comment on caractérise ça, c'est un petit peu technique, mais bon. On parle de surcharge donc, psychique, donc le burn-out, maintenant vous voyez un peu plus ce que c'est, la dépression, le stress post-traumatique, les tentatives de suicide. Donc, voilà, ça c'est au niveau psychique. De surcharge aussi comportementale, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure et qu'il ne faut pas oublier, des accès de colère, des comportements qui sont surprenants, c'est-à-dire des personnes qui ont des comportements qu'on n'avait pas l'habitude de voir apparaître, des inconstances dans les comportements aussi, éventuellement des manifestations de violence, alors qu'on ne s'y attendait pas et qui sont atypiques dans la sphère professionnelle, donc faire attention à ça, et des surcharges dites physiques ou somatiques, donc ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, les troubles musculo-squelettiques, problèmes cardiovasculaires, les excès de poids ou le contraire d'ailleurs. Voilà. Alors on explique en fait, si vous voulez, la souffrance au travail à 3 niveaux. J'ai essayé de schématiser un petit peu, c'est un peu théorique, mais après vous aurez le temps d'y revenir aussi, et puis s'il y a besoin, on a l'occasion de se revoir. Donc, voilà. Donc on nous dit qu'en fait ça touche, c'est bien le lien entre, on est bien dans un contexte de travail et la santé. Hein. Donc il faut bien resituer dans le contexte dit de travail. Et c'est là où il faut faire très attention à ce que certains n'extraient pas l'individu de son contexte. C'est pour ça que nous, en psychosociaux, et c'est très bien qu'on appelle ça des risques psychosociaux, parce que justement, comme ça, on va, entre guillemets, essayer de garder la main, essayer de garder la main dessus, c'est qu'il y a un effet de contexte, c'est-à-dire qu'un individu, il y a des constantes de base au niveau de sa personnalité, sinon on est sur la personnalité morcelée, vous le savez bien, c'est les problèmes de psychose, mais ça ne veut pas dire pour autant que certaines manifestations ne se montrent pas que dans certains espaces. Donc, si on distingue la sphère personnelle de la sphère sociale, de la sphère professionnelle, on a quand même 3 dimensions, c'est un peu schématique, où ça ne se joue pas tout à fait de la même manière. Donc il ne faut pas que certains, que ça dérange finalement, hein, que les gens souffrent au travail, renvoient ça sur la sphère professionnelle, personnelle ou sociale,
pour ne pas trop s'interroger justement sur les conditions de travail. Là, on est bien en train de parler du lien entre le monde du travail, le contexte de travail et la santé d'une personne. Hein, et à ne pas extrapoler. Une personne, elle peut être bien quand elle rentre chez elle, hein, et extrêmement mal dans son contexte de travail. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, évidemment, ça va déborder. Donc, on le sait très bien. Hein. Mais c'est pas impossible. Hein, les gens qui arrivent chez eux à s'extraire ou dans des activités autres ou du sport, voilà, et qui vont être extrêmement. Alors, eux tiendront plus longtemps, hein, si jamais ils trouvent effectivement des points d'appui comme ça à l'extérieur. Donc, dans la situation de travail, donc j'insiste bien là-dessus, mais il y aura apparition des tensions si les exigences sont effectivement trop élevées, si la personne elle a l'impression qu'elle perd le contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux ou de plus. Ah oui. Et si en plus elle a peu de soutien social. J'ai des jambes. C'est ça. Être à un endroit et à un autre en même temps. Donc moi, en revenant d'Angers, je me suis arrêtée pour prendre de l'essence parce que voilà, j'étais un peu juste. Et c'est ça. Et ça a été très long parce que le gars qui était à la caisse, en fait, il servait aussi les bouteilles de gaz. Et franchement, il y avait 2 personnes à servir. J'ai jamais vu, je pense, quelqu'un travailler aussi vite. Un jeune, trentaine d'années. Et il est revenu. Il a servi 2 personnes. Il est revenu. Je me suis dit, mais est-ce qu'il fait ça comme ça pendant combien de temps? Impressionnant. Ah, mais pour nos patrons, c'était impressionnant. Il fera tant qu'il n'aura pas de problème de dos, il ne se pose pas de questions. comme la plupart des gens. Ou que. parce qu'il est jeune. Oui, c'est Et ça. comme ça marche. Bah après, si jamais lui craque, il casse, et ben on prendra un autre aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça dans certains métiers. Tu sais, les Oui. salariés sont Kleenex. Dans tous les métiers, un peu partout. Ça. Oui, je crois que maintenant, c'est les salariés. C'est affreux, quoi, Kleenex, c'est ça, du- c'est ouais, c'est- généralisé. Il y Et a plus de. derrière la réflexion de il y a Ginette, plus qui est d'humain, très hein, c'est importante, c'est machine. masquer les besoins en effectif. C'est-à-dire pour masquer Oui. les besoins en personnel, on donne une surcharge de travail et on présume que le salarié va réussir à faire mieux avec moins. Va réussir à faire mieux avec moins. Dans- Et Dans à la limite, situation- se demande si c'est pas calculé. Si Si, le mec, si, c'est si. calculé. Parce que Moi, dans je la pense que les dans gens la ils notent situation derrière qu'a pour vécu savoir, dans la moi, ça marche pour situation moi, qu'a ça va vécu pas marcher pour les autres. Oh, dans la situation Moi, qu'a je pense vécu que ça va être- qu'a vécu Ginette. C'était ça à une époque. Non, Ginette, c'était une situation collective. Hein. Et on leur a demandé à 3 maîtresses de maison de faire un travail absolument colossal dans un établissement, mais qui est énorme, absolument énorme. désinglé. Voilà. Et pour vous dire, quand les 3 maîtresses de maison ont craqué, que ça a vraiment posé un problème et qu'il a fallu effectivement faire quelque chose, hein, voilà. Faut quand même dire que quand même le boulot a été scindé en tranches et qu'il y a toute une partie qui est un immense couloir qui dessert toute la structure et tout. C'est carrément une société extérieure qui a été engagée pour venir faire ce ménage. Donc c'est pour vous dire la quantité de travail Ah oui. qu'au départ on On leur demandait, avait hein. donné, puisqu'on a fait après une sous-traitance avec une société qui vient faire le ménage Et quel maintenant. intérêt? C'est ça le problème. Quel intérêt? Mais non, mais l'intérêt était économique. Si les filles avaient réussi à assumer le truc, Oui, c'était ça, Voilà. c'était juste un test. Quoi. voilà. Oh non, c'était pas un test. Non, c'était une volonté dès le départ. C'était une volonté. Mais C'est parce que s'il n'y avait pas eu le, Peut-être un un- test d'abord et puis après. s'il n'y avait pas eu un vrai problème, il ne serait jamais passé à la sous-traitance. C'est-à-dire que la réflexion de François est très importante. C'est-à-dire que la réflexion de François, elle est raisonnable. Elle vient convoquer le sens. Mais parfois, il y a des fonctionnements dans le management qui sont insensés. Oui, c'est ça. Ah oui, là on est dans Voilà, l'insensé. C'est ça, c'est Oui. l'insensé. De toute façon, ça continue. Donc ça veut dire que les managements, comme disait, un chef avant d'être chef sur un chantier, il était ouvrier. C'est une Il n'était pas, c'était pas un Non, un mais bouffe, il y quoi. a une toxicité, mais on va y venir. Il faut que Valérie continue son propos. Ouais, Mais bien sûr, C'est des gens de terrain et il y a que comme ça que tu peux gagner, hein, de toute façon. Ah, je- Nicolas, il y a plus sur le de savoir collègues. professionnel, je suis Sur d'accord. les épaules, quoi. Valérie. Alors, juste aussi pour Couper vous. la lingère. Valérie. Bah ouais. Sinon, je fais les yeux bleus, C'est Ginette. important aussi Pareil, que vous puissiez Momo. vous exprimer, hein, parce que la je théorie vois. sans les exemples, c'est vrai que c'est pour. Mais Là, bon. là, ça part Faire aussi les fort. yeux noirs au lieu.
Non, mais moi j'entends aussi on va dire, quand ça concerne plusieurs personnes en même temps, ça veut bien dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec les capacités individuelles de résistance ou pas, quoi. Hein. Donc, ce sont des faits. Alors, toujours dans la question de la souffrance au travail, donc on va nous dire que y a des choses aussi qui jouent quand il y a un déséquilibre au niveau de vous en parlez aussi quelque part, c'est tout ce qui concerne la reconnaissance sociale et l'estime de soi, parce que quand à un moment donné effectivement on pousse des personnes à ne pas y arriver, on est complètement contraire. C'est complètement contraire à toutes les logiques même de management, où au contraire on se dit il faudrait que les personnes puissent se valoriser, avoir une bonne image d'eux dans le monde du travail, et comme ça ils seront plus aussi, leur travail sera plus performant. C'est tout le contraire, quoi. Donc là il y a ce qu'on appelle un espèce de déséquilibre, et qui s'opère. Alors après on pourra en reparler si on a un peu le temps, mais sur les folies, parce qu'on peut parler de folie, de organisationnelle. C'est assez curieux qu'on ait des pathologies, on va dire, organisationnelles, au même titre que des pathologies individuelles. Donc, voilà. Et puis donc la question du sens. Alors, il y a des tensions. Si vous en parliez aussi, c'est quand on perd, quand le travail perd de son sens. Donc il peut perdre de son sens parce qu'on ne sait pas très bien dans quelle direction on va, parce que parfois on va dans un sens, parfois on va dans un autre, parce que c'est démesuré, la tâche est démesurée par rapport à ce qui est possible de faire, donc on a toujours l'impression que de toute façon on ne fait rien de bon, parce qu'on n'arrive pas à voir les effets ou les résultats, parce qu'on ne pointe finalement que les problèmes aussi, c'est-à-dire on oublie de dire aux travailleurs que 99 fois sur 100, ce qu'ils font quand même c'est bien. Donc on est là sur ce qui dysfonctionne, etc., etc. Et puis ça renforce ce qu'on appelle aussi le sentiment d'inutilité sociale. C'est tous les métiers aussi qui sont en train de disparaître, ou dont on fait comprendre que ils pourraient très bien être remplacés par d'autres. Alors pour vous ça peut être, on fera appel à des boîtes extérieures, ou bien on peut utiliser. Externalisation. Ou carrément des personnes non qualifiées. Aussi, oui, alors la déqualification. Ça, c'est affreux. Voilà, on le voit aussi, bien sûr. Les éducateurs, c'est, on va dire, moniteurs éducateurs, on déqualifie la déqualification. C'est la totale. Là où ce qui est extrêmement violent, c'est des autorités de tutelle et tarification. Au premier chef, Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État aux Affaires sociales, MST, Marisol Touraine, qui soutient que dans la branche d'aide à domicile, point n'est besoin d'être qualifié. Point n'est besoin d'être qualifié, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est atteint dans notre secteur par le virus bénévolat. Pas complètement. Et c'est le ministre qui le dit. Pour l'aide à domicile, point n'est besoin d'être qualifié. Le ministre qui est censé garantir les diplômes nationaux et les diplômes d'État dit ça sur une branche où la souffrance au travail est patente, connue de tous, connue des autorités publiques, et c'est la ministre qui le dit. C'est-à-dire c'est une véritable pousse au crime. C'est la même ministre qui flingue la convention collective 51. La même ministre. Et puis en plus, c'est vrai qu'on est sur un secteur aussi où il y a des questions de bénévolat. Pourquoi une formation, puisqu'on doit, pour travailler comme maîtresse des maisons, il faut faire la formation. Très bien. Mais n'importe qui peut remplacer une maîtresse des maisons, n'importe qui peut remplacer la NP, soignante, n'importe quoi, sans formation. Voilà, on va accompagner les résidents sans... Moi, je suis maîtresse des maisons, j'ai accompagné les résidents, mais on peut mettre n'importe qui à quoi, un agent de service comme ça, sans formation. Bon. Ça, c'est la définition, ce que tu dis, Ginette, c'est la définition politique de tout est relatif. La personne l'idéologie politique qui dit tout est relatif, c'est le fascisme.
C'est le corporatisme qui dit ça. Je comprends Faut pas le mon sa- faut le enfant savoir. à C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas formé. quand Valérie parle de pathologie, ça peut aller jusqu'à la barbarie, ça peut aller jusque-là. Je veux dire, quand tout est relatif et que tout vaut tout, voilà. S'il y a une auto-légitimation de l'organisation sur certaines pratiques, les individus, on l'a vu dans des contextes historiques. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui ont, on va dire, commis des actes de cruauté pendant la guerre étaient forcément des individus a priori violents. C'est parce que pris dans des systèmes particulièrement bien organisés et parce qu'il y a une déresponsabilisation et une délégitimation, et en particulier une soumission, on va dire, presque absolue de certains individus à l'autorité, qu'il s'est passé certaines choses. Alors après, bon, les actes finaux sont commis quand même par des individus présentant certains types de caractéristiques, mais pour en arriver là, il faut bien que d'autres personnes dans les maillons de la chaîne, voilà. Et c'est ce qu'on entend aussi dans la société. Avant, il y a une banalité du mal. C'est ça, voilà, c'est La la théorie banalisation. d'Hannah Arendt. Puis la personne est là pour travailler, il faut que j'aille la former. Mais Qui aujourd'hui, est-ce que C'est on du dit, grand il y a une n'importe banalité quoi. de la souffrance aussi. Ah, complètement, oui. C'est complètement. Même les médecins arrivent à. j'ai mon boulot Tu à souffles, c'est faire. normal. Tiens, ton médicament, tu vas. J'ai mon boulot à faire, il faut que je forme quelqu'un. Et la personne vient travailler, elle ne connaît pas son boulot. C'est du parrainage. On m'appelle, la dame elle était dans la chambre, elle était assise dans le lit. Ah, mais ça, la mobilité, on va dire, des tâches et le transfert des personnes, on commence à le trouver parce que je travaille avec dans les formations psycho du travail et ressources humaines, c'est de là dont je reviens d'ailleurs d'Angers. Et dans les services RH, donc les stagiaires sont sur des services sur les grandes entreprises en fait. Et ils sont témoins de ça en permanence, quoi. C'est-à-dire on prend des gens, on les met d'un poste à un autre, et même quand tout va bien, pour qu'ils ne s'habituent pas en fait. Ah non, mais moi Donc c'est du changement à tout bout j'ai de mon champ. propre poste attitré. Il y a 3 unités, il y a 3 maîtresses des maisons qui répartissent chacun référente de leur propre unité. Mais lorsqu'une maîtresse des maisons n'est pas là ou en arrêt parce qu'ils ont eu tellement de soucis, et ben moi, il faut que j'aille former la personne. Il faut que je laisse mon travail, le résident, les chambres à faire qui font 20 mètres carrés, il y en a 12 par unité. Bon, voilà. Et ben, il faut que j'aille former la personne et il faut que après faire mon boulot. Accompagner les résidents en plus et faire d'autres choses, les chambres, et ci et ça. Voilà. Et la personne, elle vient travailler, elle connaît pas On son sait boulot. bien que la formation, c'est pas du travail. C'est pour C'est ça. fou ça. Alors, Alors, non. et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met plus de maîtresses de maison. On met des agents de service pour accompagner les résidents. Voilà. Et il fallait faire une formation pour être en CDI. Alors, comprendre qu'il faut. Voilà. Moi, je ne confierai pas mon enfant à quelqu'un qui n'a pas été formé, qui a au moins un peu de savoir comment appréhender la personne. Ça ne s'improvise pas, ça. C'est pareil, travailler dans une maison de retraite, on ne peut pas aller travailler comme ça, non. Il faut faire une formation pour appréhender, pour comprendre comment il faut parler avec la personne, l'accompagner. C'est important, ça. Comme j'ai dit, on ne s'occupe pas des chiots. Et maintenant, chez nous, c'est ça, la masse. Moi, je travaille dans le milieu du travailleur handicapé. Voilà. Et, je suis assez ça de près parce que je suis DP, délégué syndical. Et en fait, je suis allé sur un forum sur Internet d'éducateurs techniques spécialisés qui travaillent en ESAT, par exemple. Et ils disent que maintenant, leur profession est dévalorisée parce qu'on met des moniteurs d'atelier. C'est-à-dire qu'on ne met plus des gens formés. Je vois chez nous, dans ma boîte où je travaille, ils mettent des gens en ESAT pour des raisons économiques en ce moment, là, par exemple, et ils mettent des moniteurs d'atelier, des gens qui étaient chefs d'équipe en entreprise adaptée, donc dans le milieu ordinaire. Enfin, ils les mettent à travailler comme moniteurs d'atelier en ESAT. Donc quelques-uns ont fait une formation de moniteur d'atelier en ESAT, mais il n'y a pas d'éducateurs spécialisés.
Enfin, on voit bien qu'il y a un glissement parce que sur les postes éducatifs, les postes éducatifs vont aller sur des fonctions plutôt de coordination, c'est pas très bien d'ailleurs, voilà. Et puis, ouais, bah oui. Donc, oui, bah oui, je veux bien croire. Mais juste petite parenthèse par rapport à tout ça, la déqualification, j'enseigne dans les universités et je commence à voir des jeunes gens qui se préparent à faire, on va dire, allez, 7 à 8 ans d'études, mais 7 à 8 ans d'études, 3-4 ans d'études universitaires et 3 ans de formation professionnelle. Donc autrement dit, par exemple, pour devenir éducateur spécialisé, il y en a qui sont déjà en licence, ils ne pourront peut-être pas forcément leur concours cette année, donc ils feront leur master l'année prochaine, et puis ensuite ils referont leurs 3 ans d'éducateur spécialisé. Et ça a pu, j'ai vu ça au fil des années. Alors à un moment ça a posé problème, et je trouve que depuis quelques années, ça a l'air de moins poser problème, comme si ça devenait... ça devient une habitude, Ouais. un stagiaire qui est passé Impressionnant. Ça devient des noms. en université, il reste pas longtemps à l'expé. Oui. Au bout de 2 ans, ils sont pas quelque chose. Ouais. Parce qu'ils sont pas tombés dans la marmite, quoi. C'est ça. Et de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Tu peux avoir fait 3-4 années d'études, très bien écrire, très bien parler. Si tu n'es pas tombé dans la marmite, tu n'y arrives pas. Et il y a de plus en plus de stagiaires 3e année où le stage est refusé. Ah ouais. Ah bah oui, ça ne tient pas la route. C'est une réalité. Tu peux pas par dépit te dire tiens, je vais passer des concours. Ceux qui arrivent peut-être le plus, c'est ceux qui vont avoir fait psycho, mais les autres, non, c'est difficile. On ne devient pas éducateur spécialisé parce qu'on a raté le concours d'entrée de la police nationale. C'est pas vrai. On peut devenir policier si on a raté le concours d'éducateur spécialisé. Et casser de l'éduc pendant les manifs. Hein. Voilà, pour se venger de ce qu'on n'a pas été. Exactement. On n'a pas pu rentrer, donc... Qu'elle n'a pas pu rentrer. Non, mais je pense que c'est... Enfin, voilà, on pourrait discuter très longuement là-dessus, quoi. C'est franchement... Bon, on va regarder un petit peu les techniques de management pathogène. Alors, parce que je pense que c'est ça que vous allez retrouver plein de choses là-dessus, hein, plein d'exemples que vous avez vécu. Voilà. Donc là, vous avez un... Et après, il y a comment agir sur la souffrance au travail, mais bon, ça c'est plus ouvert. Donc voilà, c'est assez synthétique, mais en même temps, je pense que ça rassemble quand même pas mal de choses. Donc, c'est pas par ordre d'importance, hein, c'est parce qu'il faut bien commencer par là. Donc déjà, voilà, ce qu'on appelle le détournement du lien de subordination. Donc, vous allez vite comprendre, dans les pratiques relationnelles, c'est substituer la relation de pouvoir à la relation de subordination. Donc c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y en a qui confondent la question de l'autorité avec, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, si ce n'est une volonté de dominer pour dominer, et qui peut se traduire par du mépris, hein, tout simplement, refus de dialoguer, donc cesser toute communication verbale, couper la parole systématiquement, éventuellement devant autrui aussi, comme ça quand il y a d'autres personnes qui sont présentes, c'est encore plus efficace. Remarques insidieuses, voire injurieuses. Dénigrement, critique discriminatoire, humiliante, en faisant quand même attention parce que ça peut être tombé sous le coup de la loi, ces affaires-là, mais certains sont très malins pour tout ça. Ça dépend dans quel cadre elles s'exercent, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se faire en individuel, en relation duel, sans témoin. Ouais. Ah bah Normalement, oui. ça se passe pas beaucoup dans une réunion d'équipe, par exemple, pour prendre un secteur. Rarement ça, ou alors c'est très particulier. D'accord. Disparition des savoir-faire sociaux, absence d'usage des formules de politesse. On dit plus bonjour, bonsoir, des trucs de base, non, mais ça a l'air bête, hein, mais... On n'utilise plus le prénom, on dit il ou elle. Ouais. Ça c'est la dépersonnalisation, effectivement.
Les familiarités récurrentes aussi. Tutoyer sans réciprocité. Donc on tutoie le salarié et le travailleur, et par contre lui n'a pas le droit de tutoyer son supérieur hiérarchique. Chef. Pas mal ça. Par contre, obligé aussi à tutoyer, parce que alors qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dans des embrasser ou des familiarités, voire 3 petits points plus ses affinités, si vous voyez ce que je veux dire. Le droit de non, mais sage. Oui, c'est cela. oui, mais ça existe toujours. Parce que dès l'instant où tu commences à te permettre des choses, c'est ça. Dès l'instant où tu commences à t'autoriser des familiarités, bah après. Et une des phases qui a permis l'abolition du droit de cuissage, c'est notamment l'établissement du Code du travail. Oui. Hein, une des lois de protection, première loi de protection de l'enfance, c'est le rapport Villermé. L'état moral et physique des classes ouvrières. Le rapport Villermé, le professeur Villermé, qui est un hygiéniste, interdiction du travail des enfants dans le fond, à 6 ans, fond des mines. Ça, c'est les premières lois qui vont présider. Et après, en 1912, création des tribunaux pour enfants. Justice différente, justice spéciale, mais la question du droit de cuissage est extrêmement importante. Parce que... Je dis ça reviendra peut-être en arrière, hein, parce qu'il y en a, je pense, qu'ils pouvaient remettre des enfants dans les mines. Bah oui, parce que tu parles du code du travail. C'est un mot impie, ça. Oui, mais ce sera mine de rien. Trop gros, mine de tout. Ouais, c'est ça. Non, il n'est pas trop gros. Pour quelqu'un qui sait de C'est manier... Béraud qui l'a dit, il a montré devant la mère de défaut de Normand, je ne sais pas si vous avez vu ça. Nadine Normand. Ouais, il a porté le code du travail en montrant l'épaisseur du code du travail par rapport au code du travail suisse, qui était nettement moins épais. Non, il est pas- Oui, mais nous, c'est parce qu'il y a des photos. Et Nadine Normand de a dit c'est parce qu'il y a eu des luttes pour. Bien sûr. Oui. Pour l'étoffer, oui, bien sûr. Oui, oui, puis moi je dis toujours, le code du travail, il est jamais trop gros pour celui qui sait s'en servir. Oui, voilà, exactement. Toutes les parties s'articulent entre elles, il faut juste le connaître et savoir s'en servir. Quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, effectivement, il sera toujours trop gros parce que tu ne sais pas où il faut aller chercher. C'est Bon, tout. par C'est exemple, en juste- l'occurrence, c'est- c'était des politiques qui trouvaient trop gros. Bah oui, mais ça sauf veut que bien les- dire ce que ça veut dire. Quoi. Ça s'arrange pas. Non, ça ne s'arrange pas du tout. Ça vient amender la toute-puissance des employeurs, le code du travail. Oui. Ça a déjà ce premier intérêt-là. Bah, parce que comme ça demande une certaine technicité pour effectivement arriver à le maîtriser et que en général C'est surtout ça. hein. ils ne l'ont pas, donc effectivement Mais il la faut toute-puissance, détruire le code du travail. et la parce que toute-puissance, c'est en dehors du droit. C'est un outil La qui toute-puissance, c'est en dehors du droit. Ça, C'est tout bouquin, en dehors du on droit. appelle ça la Bible. Moi, tout le combat qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est pour ça que moi je le comme ça, qui est réduis. fait comme ça. C'est un truc C'est qui écrit ne en tout petit maîtrise comme pas, ça. donc il faut le détruire. C'est comme le code du travail. Quoi. Et si tu ne respectes pas ça, eh ben, les gens s'électrocutent. Puis voilà. Et t'as pas de jus dans Faut faire ici. une Voilà. vidéo. Donc c'est tout un enchaînement. Donc ceux qui disent c'est parce qu'ils ont pas tout lu quoi. C'est chiant à lire. Je sais même pas s'ils sont venus faire sur Terre. C'est pas faux non plus, mais bon, Bon, après ça dépend. Les pratiques d'isolement. Ouais. Alors les pratiques d'isolement, donc séparer un salarié de son collectif de travail. C'est-à-dire qu'on va se fixer plutôt sur un individu, justement pour le fragiliser et s'acharner sur cette personne-là en particulier. Ça ne veut pas dire que d'autres ne seront pas concernés, mais ils le seront moins. Donc omission d'informations concernant par exemple des réunions, changement d'horaire des moments collectifs sans prévenir, injonction faite aux autres salariés de ne plus communiquer avec la personne désignée, stigmatisation publique d'un salarié devant le reste de l'équipe, répartition inégalitaire des charges de travail, etc. On montre bien qu'on traite cette personne-là de façon différenciée par rapport aux autres. Voilà. Et ce qui fait que du coup, s'il n'y a pas une cohésion au sein du groupe de travail, une présence syndicale éventuellement, et ça se fait souvent sur du long terme. Le petit problème, la question que je me pose là dans ce dossier-là, c'est qu'est-ce qui fait aussi la différence, quelle est la frontière entre la technique de management pathogène comme ça et le harcèlement au travail, quoi, parce que c'est quand même deux choses aussi qui juridiquement sont distinctes. Le harcèlement, moi je ne serais pas capable de répondre sur sur le harcèlement. Il faut un juriste. Mais les juristes c'est compliqué aussi pour eux finalement. Donc je ne sais pas si Anne, tu peux dire quelque chose là-dessus, mais Le harcèlement,
En général, le côté juridique a développé sur le harcèlement, c'était une notion de durée. En général, ils disent que pour le fait d'être harcelé est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée et qui est une volonté, quelque chose d'un peu déterminé, et qui est la volonté d'une atteinte à l'intégrité physique et mentale du salarié concerné. Et effectivement, quand moi j'entends Julie, ce que tu... Voilà, on a quelque part exactement les mêmes techniques de... Voilà. Mais peut-être entre ce qui fait la différence entre la souffrance au travail et le harcèlement, c'est le côté volontaire et déterminé des choses. C'est-à-dire que le harcèlement, quelque part, au tout départ, on va être là-dedans. Et puis finalement, les choses vont se cristalliser et la notion de la pratique relationnelle vis-à-vis de quelqu'un et de la pratique d'isolement et de certaines pratiques managériales particulières à l'encontre de cette personne vont devenir quelque chose de systématique, de répété et de volontaire. Et donc c'est ça qui va devenir du harcèlement, parce que là, effectivement, c'est pas dans un management qui va concerner l'ensemble des personnes et qui va plus ou moins faire souffrir les gens en collectif. Là, tu es sur le fait d'avoir ciblé quelqu'un et de chercher, et au final, c'est de vouloir le détruire, la personne. C'est ça qui est extrêmement la différence entre... Il y a une notion collective, il y a une notion individuelle, et il y a une notion de management dans la souffrance au travail, et il y a une notion de volonté individuelle qui peut être liée au management, mais qui n'est pas forcément liée au management. Dans le harcèlement, ça peut être deux personnes entre elles, deux personnes qui ont un accro, et l'accro dégénère en conflit individuel qui va arriver à la destruction de l'autre. Alors c'est vrai que dans le terme de harcèlement, il y a souvent la notion de répétition, de rythme, de fréquence et d'intensité. Oui. Mais en même temps, c'est pas quand je t'entends, tu vois, bon, qui est quand même dans le domaine juridique qui a l'habitude, c'est pas si net que ça non plus, quoi. Donc chaque situation est laissée à l'appréciation. Oui. Des juristes, parce que c'est juste quelques lignes, hein, la question du harcèlement, à moins vraiment d'avoir des faits puis la jurisprudence évolue oui, c'est ça. Avant, effectivement, il fallait vraiment des trucs répétitifs, il fallait des années. Les derniers jugements, arrêts de la Cour de cassation, certains, c'est sur 3 mois, 6 mois, où ça a été tellement massif que ça a détruit d'autres. Et là, on est sur un temps très court, mais qui a été du harcèlement. Ouais. On peut donc pas dire, bah non, ça fait partie de la pratique managériale, donc ça peut pas faire partie d'un... La pratique managériale est devenue... La pratique managériale est reconnue maintenant comme un fait harceleur. D'accord. Là, on est quand même sur des comment dirais-je, des techniques de management qui sont... Alors, il y a des techniques de management qui sont complètement, comment dirais-je, entre guillemets, excusez le terme, mais déconnantes, quoi. Mais est-ce que ça fait pour autant souffrir ou pas ?